C'est bon. Bonjour à tous, donc je suis Florent Mérite, le responsable du GIA BICA Aquitaine. Je vous remercie beaucoup à tous ceux qui se connectent à chaque fois pour nos webinaires avec nos partenaires. On en est pour ce qui est des webinaires sur le village BICA Aquitaine à notre troisième, et je remercie beaucoup Mazar, notre partenaire, et Isabelle et Pauline pour le temps qu'ils ont consacré, qu'elles ont consacré, et pour ce webinaire très intéressant. J'ai eu la chance d'avoir le support en avant-première. Donc, je suis vraiment ravi qu'on puisse proposer quelque chose de si bonne qualité. Je vous remercie beaucoup encore une fois. C'est vraiment un grand plaisir que de vous avoir. Et à la fin, comme d'habitude, durant ces webinaires, on aura une startup du village BICA Aquitaine qui présentera sa solution. Aujourd'hui, c'est Jean-Christophe de Bicycle qui nous présentera sa solution et ses actus et pourquoi le vélo va devenir une vraie solution de mobilité et va être encore plus utilisé après cette crise. Je ne serai pas plus long que ça. On part pour 45 minutes avec vous, Isabelle et Pauline. Merci encore et à tout à l'heure. Merci Florent. Donc, le sujet de ce webinaire, c'est comment préparer justement l'après-confinement, puisque nous sommes le 11 mai, date à laquelle on a levé le confinement avec évidemment encore des mesures restrictives. Mais il n'en demeure pas moins que voilà, il faut faire face à ces 55 jours restés dans l'inaction. Et c'est à ce titre qu'on a voulu préparer ce webinaire avec Pauline, et notamment quelles solutions on peut envisager pour préserver l'avenir de sa structure et pourquoi pas profiter pas de l'après-confinement pour rebondir, puisque c'est le terme qui est souvent employé, le fameux rebond. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, avant de commencer, sans faire de l'histoire, mais pour vous donner quelques données chiffrées, en 2008, lors de la crise des subprimes, il faut savoir que cette crise a duré sur 10 ans. La bourse s'est effondrée. Donc, sur cet espace de 9 mois, on a perdu à peu près 40% en matière de PIB, là où, en l'espace de 15 jours, de février à mars, on a perdu 50%. Donc, déjà, ce sont des données qui sont fortes. Par ailleurs, à la suite de cette crise des subprimes, sur l'espace de 10 ans, les banques centrales ont injecté, grosso modo, on va dire, l'ordre de 9 000 milliards de dollars, là où en l'espace d'un mois, les banques centrales ont injecté plus de 14 000 milliards de dollars, à savoir environ 6 milliards pour les États-Unis et 4 milliards pour la France et l'Europe. Donc, excusez-moi, je vais vite. Voilà, donc voilà, maintenant, ce que l'on sait, c'est qu'à court terme, l'État a joué son rôle en mettant en place le chômage partiel, des aides aux TPE, notamment l'ajournement de certains frais et l'ouverture de vannes de crédit, on l'a vu avec les prêts garantis par la BPI, afin de préserver les capacités de production et, comment dirais-je, d'assurer à minima une trésorerie. Donc, cette action gouvernementale a évité malgré tout le pire. Mais vous êtes d'accord avec moi que l'accroissement de l'ensemble des dettes reporte à plus tard leur remboursement. Et donc, la date de sortie du confinement, selon la date, on pouvait avoir différents, et on peut encore avoir différents scénarios. Au démarrage, on était parti sur le scénario, le fameux rebond, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde est dans l'inaction, on n'a pas de capacité de production, tout le monde est à l'arrêt, les ménages, entre guillemets, vont épargner. Dès lors que tout le monde va sortir, bim, on relance les capacités de production, les ménages consomment, et en fin de compte, on se situe dans un premier scénario qui était le scénario, je dirais, le plus ambitieux, à savoir qu'on récupérait en l'espace d'un mois ce que l'on avait perdu le mois précédent.
Sauf que malheureusement, on s'aperçoit que la maladie perdure, qu'on n'a toujours pas de vaccin, qu'on n'a toujours pas de médicaments. Force est de constater qu'on va plutôt vers des scénarios 2 et 3, à savoir que l'on va avoir une crise qui va continuer avec un rattrapage qui va être plus dans le temps, étant précisé que à date, on estime que l'on devrait retrouver le PIB du dernier trimestre 2019 à peu près fin décembre 2021. Donc, on est plutôt sur des scénarios 2, un scénario 2 qui serait un rattrapage court terme, moyen terme, voire un scénario 3, et on le verra après, pourquoi on pourrait aller vers ce scénario 3 qui serait beaucoup plus latent, avec du chômage et donc une certaine angoisse des ménages à consommer, des problématiques liées à certaines professions, on va le voir dans le détail, des professions qui ne peuvent pas se déconfiner, comme les restaurants, les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration qui vont arriver tard à la reprise. Tout ça fait qu'on pourrait se glisser vers un scénario 3 et enfin le scénario 4 qui serait une grande catastrophe, entre guillemets, puisque là, il s'agirait d'être en dépression. Alors, ce qu'on appelle la dépression, c'est ni plus ni moins que ce qu'ont vécu nos ancêtres en 1929. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle de récession économique. Une récession économique n'est pas grave en soi. Une dépression l'est plus. Pourquoi? C'est ni plus ni moins que quand on est en récession, on a des capacités de production qui sont à l'arrêt, on a une consommation qui est aussi à l'arrêt, donc on peut maîtriser une récession. La dépression ne se maîtrise plus, puisque là, on tombe carrément avec des taux de chômage exorbitants. Et c'est à ce moment-là que l'on a les banques centrales qui perdent confiance en la monnaie. Et on se retrouve avec une inflation très forte et la baguette de pain qui vaudra 1000 euros ou 2000 euros. Donc, après, là, je vais rentrer sur des dimensions un peu plus, comment dirais-je, philosophique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la date de confinement, de déconfinement, pardon, elle reste malgré tout très culturelle. J'ai échangé avec justement un analyste financier du Crédit Agricole qui me faisait part, je dirais, des pays du Nord et de leur relation avec la mort. En ce sens que dans les pays du Nord, ils sont tout à fait prêts à condamner, pardonnez-moi le terme, leurs seniors pour préserver les jeunes générations, entre guillemets, parce qu'ils savent pertinemment qu'accroître la dette, c'est faire payer 2 ou 3 générations pour récupérer le taux de mortalité lié au Covid au niveau des seniors, là où ils peuvent tout à fait décéder d'un cancer ou autre. Donc, chaque pays, culturellement parlant, a une relation avec la mort qui est différente. Dans les pays du Sud, on l'a vu en Italie, où il y a eu énormément de cas. Pourquoi? Parce qu'en Italie, les grands-parents, comment dirais-je, gardent et vont chercher les enfants à l'école. Et on sait tous que ce sont les enfants qui sont des porteurs sains, qui ont aussi été comment dirais-je, des personnes qui ont propagé la maladie. Donc, tout ça fait qu'à un moment donné, l'Europe, entre guillemets, a 2 façons de voir la mort différentes. Et nous, on se retrouve un petit peu, comme on dit de manière triviale et grossière, les fesses entre 2 chaises, entre guillemets, la France qui, avec toute l'estime que j'ai pour mon pays, mais quelquefois dit oui, quelquefois dit non. Donc, à un moment donné, je sais que l'Allemagne nous regardait un petit peu du coin de l'œil parce qu'il fallait à un moment donné s'engager. Donc, c'est ce qu'on appelle le courage managérial, savoir si on est prêt à condamner, entre guillemets, et à prendre des risques pour nos seniors, ou alors dire on reste confiné et puis on verra on verra bien, et puis nos jeunes générations en paieront le prix.
Donc, c'est en ce sens qu'il faut éviter évidemment le scénario 4 de la Grande Dépression, puisque ça serait catastrophique et ça pourrait remettre en cause carrément la monnaie de l'euro. Est-ce que vous avez des avis à donner ou je continue? Alors, je vais continuer. Posez des questions, n'hésitez pas, hein. Évidemment, je ne l'ai pas dit au début, mais vous pouvez poser des questions. Voilà, donc en suivant, pourquoi on parle des différents scénarios? Parce qu'on a des capacités de récupération qui sont différentes selon les secteurs. Je parlais tout à l'heure du secteur de l'hôtellerie et la restauration qui, vous le savez bien, de par les médias, est fortement touché. Donc, si on redescend l'intégralité des différents secteurs, bon, mais l'agroalimentaire a été le grand gagnant, entre guillemets, de ce confinement, puisque quelque part, que ce soit l'agroalimentaire ou le secteur immobilier qui figure sur le tableau à droite, les loyers sont rentrés et du quoi qu'il advienne, les supermarchés et l'agroalimentaire, on est tous obligés de se nourrir. Donc, il n'y a pas eu d'effet catastrophe par le Covid sur ces deux activités. En revanche, tout ce qui est matériel de transport, autres industries qui sont fortement liées aux flux internationaux, eh bien, de fait, on a eu un butoir physique des capacités de production. On sent malgré tout qu'il va falloir aider aussi le secteur de l'automobile, alors peut-être par des mesures comme on a connu ça avec les jupettes à l'époque. Quid notamment du marché du VO et du VN, puisque on sait pertinemment que les grandes sociétés qui font des locations de véhicules ne vont pas forcément changer leur flotte, puisque pendant 55 jours, les voitures n'ont pas fonctionné. Par ailleurs, les ménages aussi vont peut-être regarder à 2 fois avant de changer leur véhicule. Donc, sur tout ce qui est matériel de transport et tout ce qui est construction, ça reste des secteurs assez fragilisés et qui auront une récupération assez longue à terme. Idem pour les commerces. Bon, les commerces, même si on a vu hier, je ne sais pas si vous allez regarder les actualités, mais j'ai cru comprendre que devant Rara, il y avait une queue phénoménale. Voilà, les commerces sont fortement impactés aussi, puisque je dirais que ce n'est pas une question de panier moyen, mais c'est une question de fréquentation. La fréquentation étant limitée, puisqu'on ne doit pas se retrouver à plus de 10 dans un magasin, et puis de surcroît, aussi les vêtements, ça devient plus compliqué. Donc, c'est aussi le commerce qui va devoir revoir ses habitudes de réception de leurs clients. Au niveau des transports, on l'a bien vu, on ne peut pas se déplacer à plus de 100 km sans avoir à justifier encore d'un document administratif. Les déplacements sont plus que limités. La SNCF, Air France, on le voit, de toute façon, les frontières sont fermées, donc ça reste aussi sur des récupérations un peu plus longues, d'où les scénarios 2 et 3 que j'évoquais tout à l'heure. Et pareil pour l'hébergement et la restauration, on parle du 15 juillet, mais c'est vrai que les gens auront peut-être du mal à aller, déjeuner avec du plexiglas, et quand bien même les restaurateurs se posent des questions, parce que s'ils sont obligés, ils ont des coûts de personnel qui sont quand même relativement importants, et faire 2 à 3 services à la place des 1 ou des 2, de toute façon, ils vont y perdre. Donc, ils se posent la question de savoir si ça vaut le coup de réouvrir pour 20 couverts, alors que leur poids mort est à 40 couverts. En matière d'information, communication, tout ce qui est publicité, évidemment, dans la mesure où les entreprises gèrent leur trésorerie, tout ce qui est, je dirais, dépenses liées à la publicité, c'est au développement du business. Et pour l'instant, toutes ces dépenses-là sont des dépenses
malgré tout annexes qui vont aussi s'effriter et donc de fait, on est plutôt sur des tendances de reprise, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec un PIB 2019 que l'on retrouvera plutôt en fin 2021. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on a malgré tout des freins qui sont faits, c'est-à-dire la reprise immédiate en l'espace d'un mois, on récupère tout ce qu'on a perdu sur le mois de mars-avril. Donc, pourquoi on a des freins? Déjà, il faut savoir que les partenaires bancaires ont été plus que sollicités. Donc, de fait, il faudra quand même rembourser cette dette soit au bout d'un an, et ça, Pauline nous en parlera, ou soit au bout des 4 ou 5 ans, puisque le PGE peut se transformer en emprunt classique, dont on ne connaît pas encore à terme le taux. Donc, il faut savoir, par exemple, pour accéder maintenant à l'immobilier pour un ménage, les taux, enfin les durées d'emprunt sont plutôt raccourcies, de l'ordre de 25 ans au maximum. Là, on pouvait emprunter à 30-35 ans. Et de surcroît, les conditions se sont, comment dirais-je, renforcées puisque on doit à minima avoir 30% de l'apport pour accéder maintenant à l'immobilier. Donc tout ça fait que, mine de rien, même si on a ouvert les vannes, je dirais, des crédits, il faut savoir faire la part des choses entre ce que peuvent dire les médias, où c'est facile de prendre 25% de son chiffre d'affaires et que le banquier, sans regarder, vous donne le cash. Dans la réalité, c'est loin d'être le cas. Au niveau du taux d'épargne des ménages, on l'a bien vu, de toute façon, dans la mesure où on a fait des économies, je parle des ménages, sur les frais de carburant et autres, si ce sont les frais alimentaires, on a eu un taux d'épargne qui a plus qu'augmenté sur le mois de confinement. Mais il faut savoir qu'en France, voilà, on reste assez prudent. Donc, cette épargne qui a été gagnée, elle a été gagnée et elle ne sera peut-être pas réinvestie. Pourquoi? Parce que de toute façon, on voit sur l'estimation de l'emploi que les gens vont faire attention, puisque déjà, on risque d'avoir, comment dirais-je, pas une augmentation de salaire, puisqu'on vise à des augmentations de l'ordre de 0,7% en moyenne sur 2020, là où on était plutôt à 2,8% en 2019. Donc, cette épargne-là, il ne faut pas forcément compter sur les Français pour la réinvestir, dans la mesure où bientôt on risque de parler après le chômage partiel, de licenciement pour motif économique, puisqu'il y aura de la casse, malgré tout, il ne faut pas se leurrer au niveau de cette crise. Et donc, ça va fragiliser et ça va devenir peut-être anxiogène quand on va voir certaines entreprises qui n'ont pas pu faire face à l'inactivité liée à la crise du Covid. Voilà. Donc, mine de rien, pour l'instant, je pense qu'on a… Bon, là, il ne faut pas se voiler la face. On a eu 55 jours de confinement. Il y a eu le chômage partiel qui a fait son effet, le PGE aussi, mais le plus dur reste à venir. Et je crois qu'il va falloir être très vigilant dans le pilotage de son entreprise et avoir une vision plus axée sur les cash flows qu'une vision axée, comme on avait l'habitude, sur un atterrissage de résultats pour notamment arbitrer sur des économies d'impôts sociétés ou bien arbitrer sur sa propre, comment dirais-je, son propre profil d'impôt sur le revenu et savoir si je me verse une prime ou pas. Donc là, on va plutôt être sur carrément prendre la veste du financier pur et dur et la veste de celui qui va suivre son budget sur des dimensions de cash flow.
Et ça, c'est très important, notamment dans le cadre où on a souscrit un PGE, savoir si on a tout intérêt à le rembourser dans un an, si on pourra le rembourser dans un an. Par ailleurs, je sais que certains ont retardé et ont créé du passif social aussi, donc c'est du passif lié à du leasing. Et tout ceci fait que on a une petite poche d'endettement pour certains qui s'est créée, plus le PGE. Donc à un moment donné, il va falloir, comment dirais-je, réfléchir pour rembourser sans fragiliser sa structure et son développement. Et comment le faire. Donc là, je vais laisser la parole à Pauline, avec laquelle je travaille sur tout ce qui est montage de business plan, de suivi de trésorerie, et qui est une spécialiste du restructuring chez Mazars Bordeaux. Pauline ? Oui. Merci Isabelle. Donc là, alors, Isabelle, hop là. Passe pas trop vite. En page 8, c'était bien. Pardon, excuse-moi. Isabelle vous a présenté les aspects vraiment macroéconomiques de cette crise qui est d'ampleur sans précédent. Maintenant, on va zoomer un tout petit peu plus sur l'entreprise qui est aujourd'hui le sujet qui nous intéresse le plus, qui est le plus concret. Donc, le président de la République l'avait évoqué dans sa première allocution télévisée, ou la deuxième, pardon, en évoquant un mode guerre, une guerre qui frappait tout le monde et en premier lieu les entreprises. Donc là, à 2 jours après le déconfinement, il y a une question qui va se poser pour les entreprises, c'est qu'avez-vous fait pendant la guerre? Comment vous êtes-vous mobilisés? Donc, il y a vraiment la nécessité de se poser tout un tas de questions, au premier lieu desquelles savoir ce qui s'est passé en exploitation pour l'entreprise au sein de la période. Est-ce que le chiffre d'affaires a augmenté, ce qui est plutôt rare et ce qui concerne un nombre limité de secteurs? Comment le chiffre d'affaires a été dégradé? Comment s'est comportée ma masse salariale, etc. La deuxième question qu'il va falloir se poser, c'est comment s'est comportée ma trésorerie pendant cette période? Est-ce que j'ai détruit de la trésorerie ou au contraire, est-ce que j'ai été à même de constituer un matelas de trésorerie en économisant un certain nombre de charges non essentielles ou en décalant des paiements vis-à-vis de mes fonds sociaux, comme l'évoquait Isabelle? Ensuite, il va falloir comprendre comment la situation bilancielle a évolué. Un certain nombre d'entreprises donc, ont constitué du retard fiscal et social et surtout ont va vraiment dépendre de l'exposition métier et du business model de l'entreprise. Il est évident que là, les vendeurs de vélos, en ce moment, explosent tous les plafonds. On parle d'une augmentation des ventes de 300% là, en l'espace de 2 jours, parce que, évidemment, le vélo devient un nouveau mode privilégié. A contrario, si on se trouve dans le secteur de l'aéronautique, les problématiques sont un peu différentes. Je prends volontairement cet exemple de l'aéronautique parce qu'il y a une question essentielle qu'il va falloir se poser, c'est à quel niveau de la chaîne de valeur je me situe. En effet, les sous-traitants aéronautiques de rang 1, de rang 2 dépendent en réalité d'un nombre très limité de donneurs d'ordre que sont un Airbus ou un Boeing, qui eux-mêmes dépendent des commandes des compagnies aériennes qui sont tributaires du tourisme international. La crise actuelle fait que c'est évidemment pas demain la veille que les gens vont être prêts à retourner dans un avion de façon plus que confinée, avec une promiscuité sociale très, très marquée. Donc le tourisme a quelques années noires devant lui. Il est certain que certaines compagnies aériennes vont faire faillite et on va assister à des regroupements
de compagnies aériennes les unes avec les autres, ce qui fait que les carnets de commandes vont être décalés ou plus vraisemblablement tout simplement supprimés. Donc, on voit véritablement des réactions en cascade qui partent d'une crise sanitaire et qui vont avoir un impact sur tout un réseau de sous-traitants aéronautiques. Ensuite, la dernière question qu'il va falloir se poser, c'est comment le business model va devoir être modifié pour être compatible avec les nouvelles normes sanitaires. Donc, les exemples de l'hôtellerie, des cafés, hôtels, restaurants est assez clair. Un autre qui l'est peut-être un petit peu moins, c'est le secteur du BTP. Vous le savez, les ouvriers, quand ils ne travaillent pas à proprement parler sur le chantier, sont regroupés dans des bases vie pour aller aux toilettes, pour déjeuner les uns avec les autres. Donc maintenant, les nouvelles normes au sein de ces bases vie imposent de multiplier ces espaces pour que la distanciation sociale soit bien maintenue et préservée. Néanmoins, les chantiers sont déjà avec des budgets plus que serrés, des marges très contraintes. Donc, il va y avoir des questions qui vont se poser sur l'opportunité de poursuivre un chantier si c'est pour le terminer à perte. Donc, on voit bien que cette crise touche tous les secteurs, mais de façon différente. Tu peux passer à la page suivante, Isabelle, s'il te plaît. Donc, une question qu'a évoquée Isabelle, c'est quel sera le rythme de la reprise ? Donc, vraisemblablement, on ne va pas se rediriger vers un rattrapage comme le souhaiterait Geoffroy Roux de Bézieux. C'est quelque chose qu'on ne voit que très rarement. Il est évident que les ménages qui n'ont pas acheté de voiture au mois de mars et d'avril ne vont pas se précipiter chez leur concessionnaire pour acheter un nouveau véhicule, surtout compte tenu du climat incertain et du peu de confiance qu'ont les consommateurs en l'avenir. La seule certitude en réalité qu'on a pendant cette période, c'est qu'il n'y a que des incertitudes. Donc c'est pourquoi vous, en tant que chef d'entreprise, pour appréhender cette reprise, il va falloir construire des scénarios, différents scénarios, et vraiment les plus extrêmes possibles, parce qu'on a vraiment un spectre de champ des possibles qui est très vaste. Alors oui, dans l'idéal, dans l'imaginaire collectif, on aimerait que cette reprise soit dans un engouement et un élan terrible. Vraisemblablement, les prévisions risquent d'être pires que ça. Juste à titre anecdotique, aux États-Unis, lors de la deuxième semaine de confinement décrété par certains États, on a dénombré 6,6 millions de chômeurs en plus. C'était 10 fois plus que le record historique qui datait de 1982 suite au second choc pétrolier. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette crise, c'est qu'on ne sait rien, on ne peut pas prédire l'avenir, et c'est pourquoi il va falloir raisonner selon plusieurs scénarios. Au niveau des prévisions de l'entreprise en tant que telle, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir un plan de rebond sur les prochaines semaines et les prochains mois pour vraiment piloter au plus près la trésorerie en continuant à faire ce qui a été fait pendant le confinement, c'est-à-dire limiter les décaissements tout en essayant de maximiser les encaissements et les rentrées d'argent, de vraiment piloter cette trésorerie au cordeau, et également de produire des plans de relance, de reprise sur 2 à 5 ans, avec ce que je disais, des spectres de reprise assez différents. L'idée, c'est de se préparer vraiment aux différents rythmes de reprise, tant une reprise rapide qui serait également consommatrice en termes de trésorerie, puisqu'il y aurait des aspects de besoin en fonds de roulement à financer, mais également se préparer à une mutation rapide de son marché. Je prenais l'exemple des fabricants de vélos. Sans doute qu'un tel boom n'a pas été anticipé. Mais une fois de plus, combien de temps va durer ce boom ? Donc vraiment l'idée de raisonner par scénario sans en faire 15 non plus. L'idée, c'est d'en avoir 3 ou 4 sous le coude pour être préparé à toute éventualité. Ensuite, au sein de ces scénarios, l'idée va être de raisonner par activité au sein de l'entreprise, pour les entreprises qui seraient multi-activités, ou de raisonner par entité juridique pour les groupes de sociétés. Évidemment, le raisonnement et l'approche ne va pas être le même selon les positionnements d'activité de l'entreprise. Page suivante, s'il te plaît, Isabelle. Donc là, on vous le souligne de nouveau, ce qui est essentiel,
en temps de crise ou même sans être en temps de crise, c'est d'être vraiment vigilant sur la trésorerie, sur l'exploitation et donc sur le besoin en fonds de roulement. Donc l'idée, maintenant que le déconfinement est prononcé et que l'activité va se réamorcer à un rythme qu'on ne connaît pas, mais qui va néanmoins être vraisemblablement un peu plus rapide que ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, l'idée va être d'analyser la liste des fournisseurs qui sont stratégiques, éventuellement de connaître leur situation propre pour éviter qu'il y ait des défaillances au sein du panel de fournisseurs et en tout état de cause, modifier les sources d'approvisionnement et faire du double sourcing ou changer carrément de fournisseur. L'idée également, c'est d'essayer de jouer le jeu, comme on a dit, de la trésorerie. Il y a un réflexe qui est humain, c'est que quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas l'avenir et qu'on n'a que des incertitudes, on a tendance à se recroqueviller sur ses acquis, à garder sa trésorerie et à faire comme oncle Picsou qui s'assoit sur son tas de pièces. Néanmoins, si toutes les entreprises font ça, il est évident qu'il n'y aura pas de reprise, de relance. Donc l'idée, c'est vraiment de faire circuler la trésorerie pour que toutes les entreprises qui sont liées les unes avec les autres puissent redémarrer progressivement. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est simuler le remboursement de la dette d'exploitation qui a été constituée pendant la période de confinement ou même avant. Donc, voir dans quelle mesure et à quel rythme surtout on est en mesure de rembourser cette dette d'exploitation. Donc, c'est vraiment la dette courante, la dette sociale, fiscale vis-à-vis des fournisseurs qui est à part de la dette bancaire telle que celle constituée avec le PGE. Et enfin, je le redis parce que c'est vraiment essentiel, il faut simuler le BFR, l'augmentation du BFR en fonction des différents scénarios de redémarrage. Alors ensuite, il y a une question essentielle et une démarche vraiment pratico-pratique à mettre en œuvre auprès de vos fournisseurs, de vos partenaires au sens large. C'est l'idée d'être actif et même proactif dans la communication que vous pourrez faire à vos partenaires. En temps normal, votre banquier, votre assureur crédit, vos fournisseurs stratégiques, même vos clients, sont preneurs de toutes les informations que vous pouvez leur donner sur votre situation financière, sur votre santé financière. L'idée, c'est d'essayer de continuer à faire ça ou de commencer à le faire si ce n'était pas le cas auparavant, de commencer à vraiment communiquer de façon transparente pour rassurer et restaurer la confiance auprès de vos partenaires. Il y a un grand degré de compréhension en ce moment. Il y a une solidarité qu'on n'avait plus vue depuis longtemps. Néanmoins, ça ne vous empêche pas de prendre les devants pour vraiment rassurer de façon tangible vos partenaires. Donc, en page suivante, on vous présente la structure type telle qu'on l'a imaginée du document support qui pourrait vous permettre de faire un état des lieux en quelque sorte de ce qui a eu lieu pendant la crise et ce qui va se passer ensuite. Donc, la première partie de ce document consiste à rappeler rapidement l'activité sur laquelle votre entreprise est positionnée. Évidemment, vos partenaires directs savent sur quoi vous intervenez. Néanmoins, on ne sait pas entre quelles mains va tomber le document que vous faites. Donc, c'est toujours bon de rappeler de façon relativement rapide sur quel secteur vous intervenez. Ensuite, le deuxième volet de ce document consiste en une présentation de la situation comptable avant le confinement, qui fera office de témoin ou de valeur de référence pour comparer la situation post-Covid. Ensuite, en troisième partie, on vous conseille d'apporter des commentaires écrits sur le niveau d'activité tel qu'il a été pendant le confinement, ce qu'on disait en préambule, voir ce qui s'est passé pendant la guerre, entre guillemets, mais également de dresser la liste des grandes mesures qui ont été prises en faisant deux catégories. La première catégorie, c'est vraiment les mesures d'ordre managérial qui ont été mises en place à l'initiative de l'entreprise pour minimiser ses décaissements et maximiser ses encaissements.
Et également, la deuxième partie, ça va être les mesures d'ordre gouvernemental, telles que le recours à l'activité partielle qui a eu un effet de minorer la masse salariale d'un certain nombre d'entreprises, le recours au PGE, le décalage de cotisations fiscales et sociales. L'idée, c'est de voir quels sont les leviers que vous avez actionnés pendant cette crise et qui vont vous permettre de mieux appréhender l'avenir. Ensuite, la quatrième partie de ce document support à l'attention des partenaires de l'entreprise consiste en une estimation de l'impact du confinement sur les finances de l'entreprise. Donc, ça rejoint ce que je disais au préalable sur ce qui s'est passé pendant la crise. L'idée, c'est surtout de montrer comment a évolué la situation bilancielle en l'espace de 2 mois et voir dans quelle mesure a augmenté le niveau d'endettement. Enfin, l'avant-dernier volet du document support consiste à apporter des éclairages sur le redémarrage qu'on peut anticiper compte tenu de la nature d'activité et surtout le degré de l'adéquation de la structure financière qui permettrait d'absorber les redémarrages en fonction des différents scénarios évoqués. Et la dernière partie, et pas des moindres, c'est la présentation d'un business plan sur la période de rebond, un horizon volontairement court terme, puisqu'on ne sait tellement rien et tout évolue de façon si rapide que de toute façon, les projections à plus long terme sont de toute façon que des projections. Une anecdote aussi à ce titre, les prévisions, les budgets, par définition, ils sont faux. Donc, un certain nombre d'entreprises jugent que ce n'est pas nécessaire d'en avoir parce que de toute façon, c'est faux, qu'on ne connaît rien, qu'on ne sait pas comment vont évoluer les choses. Néanmoins, il y a 2 réponses à ce titre. Avoir une boussole qui marche mal, c'est quand même mieux que de ne pas avoir de boussole du tout. Et de 2, évidemment, le plan en tant que tel ne sert à rien. Néanmoins, ce qui compte, c'est la planification, c'est cette démarche-là. Et on l'a vu pendant la crise sanitaire. Pourquoi a-t-on été en mesure d'évacuer des malades et de les transférer de la région Grand Est en région Nouvelle-Aquitaine, par exemple? Parce qu'on avait déjà fait des scénarios d'évacuation en cas d'attentat terroriste pour être en mesure de transférer des malades assez rapidement. Donc, le scénario attentat terroriste ne s'est pas passé. Néanmoins, cette planification qu'on avait faite pour cet objectif-là a pu être modulée pour servir un autre événement qui est la crise du Covid. Donc, en synthèse, ce document il doit vous permettre de justifier d'éventuels besoins de financement complémentaires, parce que le PGE, on peut encore le solliciter. Il doit restaurer le crédit et la confiance auprès de vos partenaires. Et surtout, il doit permettre de montrer que l'entreprise est sous contrôle et qu'il y a un pilote de l'avion, entre guillemets. Enfin, la dernière partie de ce webinaire répond ou tente de répondre à la question « Que faire si je manque malgré tout de trésorerie ?» Donc, il y a un certain nombre d'outils disponibles. On ne les a pas listés de façon exhaustive ici. On a juste souligné ceux qui nous paraissaient les plus importants et ceux qu'il fallait véritablement connaître dans cette situation. Donc, il y a 3 volets d'outils, tels qu'on les a listés ici une fois de plus. Il y a le traitement financier dans un premier temps, que bon nombre d'entreprises ont déjà activé via les PGE. Il y a aussi des augmentations de capital qui vont permettre de consolider des fonds propres. Il y a des négociations ciblées avec des créanciers pour échelonner le paiement de certaines dettes ou l'adossement à un tiers, mais qui finalement constitue un outil à part. Le deuxième type d'outil disponible, c'est le traitement juridique et judiciaire des problématiques. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, alors évidemment, il y a le traitement judiciaire à proprement parler qui doit résonner dans les têtes de tout le monde, qui sont les procédures collectives telles qu'on les connaît, donc la sauvegarde, le redressement judiciaire, ou quand la situation est véritablement critique avec peu de chances de s'en sortir, la liquidation judiciaire. Ces outils sont actionnés quand vraiment les difficultés sont plus qu'avérées et qu'il faut faire pause sur le niveau d'endettement de la société pour qu'on puisse y voir plus clair.
Néanmoins, il y a des procédures qui sont un peu moins connues, qui sont des procédures dites amiables, que sont le mandat ad hoc et la conciliation, qui ont plusieurs avantages. Le premier, c'est que ce sont des procédures confidentielles. C'est-à-dire que ce n'est pas inscrit sur votre CABIS, que vous êtes en mandat ad hoc ou en conciliation, et elles vous permettent de négocier de façon totalement confidentielle avec vos principaux créanciers. Vous choisissez les créanciers, c'est vraiment une procédure très souple. Vous choisissez les créanciers, donc en général, ce sont les banquiers, les URSSAF, les trésors publics qui sont les principaux créanciers réunis autour de la table des négociations. Et ça peut également être des fournisseurs stratégiques. Et ces négociations sont menées sous l'égide d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur qui, en règle générale, est un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire qui prend la casquette de mandataire ad hoc ou de conciliateur. C'est un médiateur plus qui va vous permettre de façon totalement confidentielle de prévenir les difficultés. L'idée, c'est de se positionner vraiment en amont d'une situation critique qui conduirait au dépôt de bilan tel qu'on l'entend et donc à un redressement judiciaire typiquement. L'idée, c'est vraiment de prendre les problèmes à la racine pour les traiter avant que la situation ne soit trop critique. Donc, c'est vraiment un outil très efficace, très souple, qui fait ses preuves depuis maintenant plusieurs années. Enfin, le dernier outil disponible, c'est l'adossement à un tiers pour notamment faire émerger des acteurs leaders dans certains secteurs d'activité. Et on va le voir vraisemblablement au niveau des compagnies aériennes pour filer l'exemple que je prenais au début de la présentation où le secteur qui était déjà chahuté il y a quelques mois avec notamment le dépôt de bilan d'Aigle Azur va continuer à se structurer et les plus faibles tomberont et les plus forts, ou en tout cas les plus adaptables au sens darwinien du terme, remporteront la mise et se structureront et structureront le secteur à proprement parler. J'en ai fini pour ce focus au niveau de l'entreprise, de l'après-confinement, de comment préparer la reprise, même si vous l'avez bien compris, il n'y a qu'une certitude, c'est qu'il n'y a que des incertitudes. Merci beaucoup Isabelle et Pauline. Je vais demander déjà, est-ce qu'il y a des questions sur les présents pour les présents? Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Vous pouvez ouvrir vos micros et poser vos questions. Oui, bonjour Pascal. Merci pour la présentation et cet éclairage. Est-ce qu'il y a des indicateurs, des KPI à surveiller assez rapidement pour voir si on va être plutôt sur le scénario 2 ou 3 que vous avez présenté voilà. Et sous quel timing on va on va pouvoir envisager plutôt une tendance sur le 2 ou le 3? Je pense qu'on parle plutôt des scénarios de reprise, Pascal, c'est ça, donc c'est plutôt Isabelle qui a présenté ça. D'un point de vue, pardonnez-moi monsieur, c'est d'un point de vue macro ou pour votre entreprise? Non, macro. Mais macro, c'est ni plus ni moins que l'attente de est-ce qu'on aura une deuxième vague ou pas, comment l'arbitrage va se faire vraisemblablement en fonction du médicament qui sera trouvé ou pas et du courage de chacun de sortir. Imaginons le cas suivant. C'est ce que disait Pauline, on est dans l'incertitude la plus totale. Si on a une deuxième annonce gouvernementale qui est le 2 juin, le 2 juin, si on est reconfiné pour un mois, bon, on glissera forcément vers un scénario 3 ce scénario 3, c'est une dépression latente, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vit au rythme du virus, du confinement ou du déconfinement. Petit à petit, et Pauline l'a évoqué tout à l'heure, c'est le taux de chômage. À compter du moment où on a
un secteur comme la restauration ou même le BTP qui a du mal à reprendre, où les flux, on le voit, hein, les flux internationaux sont plus que limités puisque chaque pays vit plus ou moins en autarcie, on va se retrouver vers un scénario 3 qui va vers ce qu'on appelle le scénario 4 de la dépression, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un petit peu le schéma, je ne sais pas si vous connaissez cette expérience qui consiste à jeter jeter, façon de parler, c'est une expérience physique. Si vous jetez demain une grenouille dans de l'eau bouillante, elle va forcément sortir et se sauver. Donc ça, c'est le scénario 2. Maintenant, si je mets une grenouille dans de l'eau tiède et que je fais bouillir, mais vous verrez que la grenouille, elle va jamais sortir de l'eau et elle va se laisser ébouillanter. Et c'est en ça que l'on risque d'être ébouillanté si on fait du confinement, du déconfinement. Et donc, pour l'instant, on table sur un PIB qui va chuter de 8%, mais pour certains pays, il va chuter de 50% compte tenu de leur prédominance d'activité. Si on est sur une baisse de PIB de 8-10%, on sera forcément sur un scénario 2 et on retrouvera un PIB fin 2021. Maintenant, si on fait le yo-yo du déconfinement, confinement, déconfinement, confinement, le retour à la croissance sera d'autant plus long et on sera sur un scénario 3 avec un fort chômage et des ménages qui vont plus tendre à l'épargne qu'à la consommation. Et je vous le dis aussi, les entreprises vont rechigner à augmenter les salaires puisque de toute façon, après le chômage partiel, et Pauline l'a évoqué avec la deuxième solution qui consiste à partir en redressement ou en phase d'observation devant le tribunal de commerce, on aura forcément de la casse sur certaines entités. Donc, les actions gouvernementales et économiques se jouent dans les prochains mois, c'est évident. Oui, d'accord. Ok, c'est sûr. Globalement, s'il n'y a pas de nouveau confinement, on y verra déjà un peu plus clair sur le mois de septembre. Exactement. Vraisemblablement, c'est le mois de mai et pas un mois pour le. Enfin, vous êtes d'accord avec moi, chaque année, le mois de mai, c'est un mois comme un gruyère, puisque c'est pas un mois pour lequel la France est dans l'activité la plus dense. Donc, c'est à ce titre que le mois de mai, avec l'ensemble des jours fériés, fait que, bon, si ce ne sont les activités de restauration et d'hôtellerie qui fonctionnent, puisque on a des week-ends prolongés et en règle générale, les Français prennent quelques jours au mois de mai. Bon, si ce ne sont ces activités-là, pour les autres activités, la baisse de chiffre d'affaires sera moins, comment dirais-je, perceptible. En revanche, le mois de juin, oui, c'est à compter du mois de juin. Et est-ce que la France aussi aura la volonté, le cas échéant, de faire amende honorable de ses vacances au mois d'août? Je vous dis, c'est vraiment une question de courage, entre guillemets, et managérial. Hein. Donc, c'est en ça que, voilà, Pauline parlait d'un pilote dans l'avion, ce sont ceux qui auront d'ores et déjà enclenché des différents scénarios de reprise et qui sauront motiver leur personnel qui s'en sortiront. C'est toujours pareil. Hein. Dans la vie, il y a les mous et les durs, et pour les mous, c'est toujours plus dur. Hein. Donc, c'est en ça, hein, ça va se jouer en fonction de l'attitude du Français face au déconfinement et puis aussi la guerre des laboratoires qui, je l'espère, vont trouver un médicament sans parler de vaccin, parce que ça, on ne peut pas l'attendre d'ici 1 ou 2 ans, mais au moins d'un médicament pour rassurer la population et que tout le monde se remette au travail. Je vous en dirai plus au mois de juin, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie.
façon, n'hésitez pas à nous demander ou à nous poser vos interrogations. On vous réorientera bien sûr vers Isabelle et Pauline pour vous apporter des réponses. Je vais passer la parole à Jean-Christophe Mellet de Bicycle pour qu'il nous présente Bicycle et en quoi la solution peut être un vrai atout pour pouvoir repartir justement et remettre la France au travail et permettre de le faire avec des transports qui soient sécurisés et safe pour les salariés. Merci Jean-Christophe. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais pas essayer de vous convaincre que le vélo est un moyen adapté aujourd'hui. Je crois que si vous lisez un petit peu, que ce soit des journaux, des articles, tout le monde parle que de ça aujourd'hui. Il faut savoir qu'on était dans un monde où on parlait déjà du vélo, et notamment en entreprise, pour plein de raisons, la saturation des transports en commun, les bouchons, la RSE, avoir une marque employeur, fidéliser ses collaborateurs. Donc, il y avait plein de sujets comme ça qui sont des réflexions finalement à temps long. Et donc, on était sur des études, mais peu de décisions prises. Et le monde a évolué. Et aujourd'hui, nous allons passer dans une exigence à temps très court, voire dans une urgence. Pourquoi ? Parce que, évidemment, la demande n'est plus la même. Même si les problématiques restent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer aujourd'hui, on ne peut pas bonder plus les transports en commun. On sait bien qu'on va les bonder moins, c'est ce qu'on nous demande en tout cas. On ne peut pas remplacer tout par la voiture. Voilà, les problèmes de place de parking restent les mêmes. Les bouchons vont s'amplifier, la pollution va revenir. Et donc, il faut trouver d'autres solutions. Et donc, pour nous, le vélo était déjà une solution. Elle l'est encore plus aujourd'hui pour respecter les gestes barrières et pour sécuriser aussi ses employés. Alors, la demande, elle vient à deux endroits. Elle devient une demande des employeurs qui cherchent des solutions pour faire revenir leurs collaborateurs au bureau, en sachant que le home office a montré que ça fonctionnait bien, mais qu'on est bien obligé quand même à un moment de revenir un petit peu au travail et d'échanger directement avec ses collègues, que ce soit à mi-temps, que ce soit en temps partiel, en temps partagé, même en décalage. Et encore une fois, le vélo s'adapte bien à tout ça. Après, on a la problématique de la santé et aussi de la peur. Les transports en commun, on voit bien les limites. Il y avait déjà des limites de saturation, ça ne distribuait pas, ça distribue pas forcément le service à tout le monde de la même manière. Mais aujourd'hui, en plus de ça, il y a la peur de reprendre les transports en commun, la peur de ce virus. Et donc, c'est comment j'apporte une solution pour rassurer tout le monde. Mais il n'y a pas que la crise sanitaire. On a beaucoup parlé juste avant dans cette présentation de la crise économique. Et donc, il a fallu que nous, on adapte un petit peu et notre discours, mais pas seulement, mais aussi notre offre. Et on a réfléchi, en fait, on se dit, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur et qui ne veulent plus prendre les transports en commun. Nous, on est convaincus d'une chose, c'est quand on commence à prendre le vélo, on ne fera pas marche arrière. En plus de ça, on parle d'infrastructures. Les villes font beaucoup d'efforts, mettre des infrastructures pour essayer, voir qu'ils pourront peut-être perdurer. Ça, on verra ça dans le temps. On verra si elles sont très utilisées ou pas. Mais en tout cas, toutes les problématiques qui sont aujourd'hui un peu solutionnées pour inciter à prendre le vélo. Et donc, c'est les collaborateurs qui demandent, mais moi, je voudrais bien avoir un vélo. Et la décision doit se prendre vite. Sauf que, économiquement, les entreprises qui imaginaient offrir un service complémentaire par rapport à une situation passée, aujourd'hui, ils se disent, mais je ne vais pas rajouter encore de la charge à quelque chose pour donner quelque chose d'un petit peu luxueux. Nous, on parlait beaucoup, donner un vélo électrique, c'est donner un vélo haut de gamme finalement à un collaborateur qui n'aurait pas voulu se le payer, parce que c'est ce qui nous paraît, nous, le plus adapté pour se déplacer en ville. C'est élargi le périmètre, ça évite de transpirer, ça permet de s'adresser à tout le monde. Enfin, voilà. Et donc, on s'est dit, mais si le collaborateur, et encore une fois, ça sera son souhait, ça sera sa demande, ne souhaite plus prendre les transports en commun, l'entreprise remboursait obligatoirement 50%, des fois plus, cette part de transport en commun. Et bien, sur la demande d'un collaborateur, on peut substituer finalement cette part de transport en commun et dire, à la place de ma participation au transport en commun, je vais pouvoir te fournir un vélo. Et donc, si on fait ça, on s'aperçoit qu'on peut avoir accès à un vélo. On peut aussi demander une participation aux collaborateurs. Il faut savoir que lorsqu'on fournit un vélo, alors soit on répond à l'urgence, et l'entreprise va nous demander 2, 3, 4 vélos très vite. Et comme on l'a vu tout au début de la présentation, le marché du vélo est en train d'exploser. Donc, il y a une certaine urgence parce que les magasins ont été fermés pendant plusieurs semaines, voire 2 mois. Enfin, voilà, certains fermés tout le temps, d'autres pas, puisqu'ils avaient le droit de rester ouverts
pour notamment entretenir les vélos. Ça fait partie des magasins qui avaient la possibilité de rester ouverts. Il n'y a quasiment pas de vente. Et donc, ils ont un stock, mais qui n'est pas démesuré, des problèmes de trésorerie assez forts. Et donc, il va falloir aller chercher sur différentes marques, pouvoir fournir différents sites, etc., etc. Donc ça, nous, c'est ce qu'on propose, pouvoir répondre à l'urgence. 2, 3 vélos tout de suite pour pouvoir répondre à quelques collaborateurs en vélo partage, entre guillemets, qu'il faudra nettoyer, évidemment, avec des contraintes. Et puis, une autre offre, c'est de dire on reste sur le vélo personnel, parce que ça, pour nous, c'est ce qui nous paraît répondre de mieux. Mais dans ce cas-là, on peut demander une participation du collaborateur et puis lui demander de ne pas demander en compensation, en plus, un remboursement de son transport en commun. Ce qui veut dire que pour l'entreprise, finalement, ça a le même coût qu'avant. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est apporter une solution sans coût supplémentaire. Voilà. Et ça, pour nous, ça correspond aujourd'hui à une demande du collaborateur et à une demande de l'entreprise pour apporter une solution de transport en sécurité pour le collaborateur qui ne souhaite pas forcément se mettre en danger de sécurité. Donc voilà aujourd'hui un petit peu ce qu'on essaye de présenter et de proposer aux entreprises pour pouvoir répondre à l'urgence et pour pouvoir répondre au marché qui, encore une fois, sur la partie, ne serait-ce que la partie vélo, est assez tendue aujourd'hui parce que la demande est forte. Voilà ce que peut proposer Bicycle dans l'accompagnement. Donc, on va retrouver les mêmes arguments qu'avant, hein. Évidemment, par rapport à l'environnement, par rapport à la mobilité. Mais en plus de ça, on va répondre à la problématique sanitaire. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Est-ce qu'il y a des questions sur revenir sur Mazars, s'il y a des questions qui ont émergé ou des questions pour Jean-Christophe? Je sais que j'ai été très clair. J'ai essayé d'aller. Très, très clair, Jean-Christophe. Et puis, de toute façon, tu n'as pas beaucoup à convaincre en ce moment sur ton sujet. Il faut maintenant que les entreprises le mettent en œuvre, mais je crois que sur le bienfait du sujet, c'est assez clair. Écoutez, je tenais vraiment à vous remercier, Jean-Christophe, Pauline, Isabelle, pour le temps que vous avez consacré à mettre en forme ce support, à nous le présenter. Merci à ceux qui étaient présents en direct. Et on va bien sûr envoyer le replay de la vidéo et les supports qui ont été présentés à nos contacts pour que ce très bon webinaire et que ce très bon sujet puisse être revu pour ceux qui n'ont pas pu être présents en direct. On sait qu'il y a beaucoup de sollicitations en ce moment et qu'en plus on est sur la période de reprise. Donc on comprend aussi que certains d'entre vous n'aient pas pu assister en direct. Merci beaucoup. Je vais vous souhaiter du coup une très bonne après-midi. On tient le timing, 14h57, on avait dit 1h, donc on tient le timing. Merci encore à tous. Merci Isabelle, merci Pauline, merci Jean-Christophe. Et puis je vous dis à très bientôt au village BICA, j'espère. On est en train de réfléchir et de mettre en œuvre nos modalités de réouverture. Donc j'espère qu'on pourra vous accueillir assez vite. Très bonne fin de journée à tous.